Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui étaient là hier, c'est une conférence qui est complémentaire de celle que j'avais fait hier, qui portait sur les matières premières en général. Et aujourd'hui, je vais faire un focus, je vais faire une présentation plus cadrée sur l'or, une des matières premières. Pour commencer, je reprends un schéma que j'avais montré hier. C'est le diagramme qui présente à toutes ces conférences Jean-Marc Jancovici, l'auteur de ce livre, Shift Project, que je vous conseille de parcourir. Le cadre général de cette conférence, de ces conférences sur les matières premières, c'est en fait ce diagramme qui vous montre la corrélation parfaite entre les besoins en énergie de l'humanité et le produit intérieur brut. Cette corrélation est également parfaite pour ce qui concerne le niveau de vie. Le niveau de vie dépend de la consommation d'énergie. L'espérance de vie aussi est directement corrélée à l'énergie dépensée. Donc tous les problèmes de matières premières en particulier, donc tous ces besoins que la société de consommation génère par l'extraction des matières premières sur la Terre, est en fait directement corrélée à la dépense d'énergie qu'il faut pour extraire ces matières premières, pour sortir les métaux des matières premières brutes qui sont contenues dans la Terre et pour donc les utiliser. Donc on est directement dépendant de la consommation d'énergie. Si on baisse la consommation d'énergie, on baisse le produit intérieur brut global, on baisse l'espérance de vie, on baisse le niveau de vie en général. Ça, c'est une donnée qui est irréfutable. Pourquoi ? Parce que on retrouve la même courbe ici dans un diagramme qui montre depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui la consommation des différents métaux sur la Terre. Et vous voyez que non seulement la consommation des métaux augmente sur la Terre, en fonction des besoins que les nouvelles technologies imposent, et que l'augmentation de la population, l'augmentation du niveau de vie impose, mais également les nouvelles technologies aussi vont chercher dans l'ensemble des ressources disponibles, l'ensemble du tableau de Mendeleïev de tous les métaux disponibles sur la Terre, vont chercher de plus en plus de ces éléments d'assemblage, et donc on augmente au fur et à mesure non seulement la quantité des métaux nécessaires, des matières premières nécessaires, mais également leur nature. Plus en plus de métaux qui sont utilisés. Vous avez entendu parler pour le développement des nouvelles technologies, des terres rares en particulier, les terres rares, l'utilisation des terres rares récentes. Il y a des métaux qui changent aussi d'utilisation. Le cobalt, par exemple, on connaissait le cobalt au Moyen-Âge pour la peinture, on faisait du bleu de cobalt. Aujourd'hui, le cobalt, il est dans les alliages qui permettent de faire fonctionner les piles que vous avez dans tous les téléphones portables. Donc le même métal change d'usage au fur et à mesure. Alors parmi tous ces métaux, donc on va parler aujourd'hui de l'or. L'or qui est un métal tout à fait particulier, on va voir pourquoi. Et il obéit exactement à la même règle. La consommation d'or dans le monde ne fait que croître, ne fait qu'augmenter. Les prévisions, vous voyez ici à 2050, pour tous les pays du monde, la consommation d'or suit la même règle. On a besoin de plus en plus d'or sur la Terre pour faire tourner nos sociétés. Pourquoi ? Alors, l'or, pourquoi l'or ? Parce que c'est un métal aux propriétés hors du commun. Hors du commun, la température de fusion, 1000 degrés, la densité près de 20. C'est un métal qui est malléable, c'est un métal qui est conducteur, très très bon conducteur. Il est inerte, il est inoxydable et amagnétique. Donc c'est un métal unique sur la Terre. Et du fait de ses propriétés, il est utilisé depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, pour différents usages. On va voir lesquels. Alors, une petite référence à ma région d'origine, la Lorraine, pour le fait que ce soit un métal malléable. Vous en avez ici des démonstrations magnifiques sur le métier d'art. C'est un métal qu'on peut affiner, rendre très très fin, et puis du fait de sa malléabilité, le coller sur d'autres supports, du bois, du fer, faire des magnifiques aigrilles comme celle-là, ou même sur du papier. On peut dorer du papier avec de l'eau.
l'or et la société, les bijoux, la dentisterie, les pièces, les lingots, l'argenterie, la collection, l'or et la finance. On ne peut pas se passer de finance, et la finance ne peut pas passer d'or, parce qu'il y a de l'or pour l'investissement, pour les pièces, les lingots, les lingotins, et ainsi de suite. L'or aujourd'hui aussi intervient dans beaucoup de nouvelles technologies. J'en ai retenu une, c'est les technologies associées aux nouvelles formules de traitement du cancer. On utilise des clusters d'or, des nanoparticules d'or, pour en fait incorporer des médicaments dans des coques en silice, des médicaments qu'on va implanter directement à l'endroit des cellules cancéreuses pour éviter de disperser les médicaments dans l'ensemble des tissus, et donc d'endommager des tissus qui ne sont pas cancéreux. Donc, une application directe en médecine. Alors, en ce qui concerne l'offre et la demande et la consommation d'or, il faut retenir un chiffre, il y a un chiffre moyen à retenir, c'est l'offre et la demande d'or, dans le monde, c'est autour de 5000 tonnes. L'humanité utilise autour de 5000 tonnes. Et vous voyez les deux barres ici, la barre bleue et la barre violette, vous voyez que l'offre, la production et l'offre et la demande sont à peu près équivalentes. Donc le marché est à peu près régulier. On va voir que c'est pas si simple. Que, en fait, dans le détail et au jour le jour, le marché de l'or, vous voyez, il y a des règles un peu plus complexes. Au niveau de l'offre, il y a deux types d'offres pour l'or, comme pour tous les métaux aujourd'hui. Il y a la production minière, l'offre qu'on va extraire directement de la terre. Donc c'est le nouvel or que l'homme met à disposition dans le circuit. Et puis il y a le recyclage. 75-25. 75% de l'or produit sur la terre, c'est de l'extraction directe, et 25% du recyclage. Une des caractéristiques de l'or, c'est que au cours du processus de recyclage, il ne perd aucune de ses propriétés. Donc de l'or recyclé, c'est de l'or comme de l'or que l'on vient de sortir de la terre. Ce qui n'est pas le cas, ça répond à une question d'une dame hier qui était là hier aux conférences sur les matières premières, ce qui n'est pas le cas de tous les métaux. La plupart des métaux, lorsqu'on les recycle, ils perdent une partie de leur propriété. Donc les métaux s'usent, s'abîment au cours des processus de recyclage, ce qui n'est pas le cas de l'or. Alors les usages de l'or aujourd'hui, un chiffre aussi à retenir, vous voyez, les tonnages, 2000 tonnes, 2100 tonnes, c'est la bijouterie. C'est l'essentiel, c'est près de la moitié de l'usage de l'or, c'est la bijouterie. Les autres usages importants, c'est donc la thésaurisation, c'est les lingots et les pièces, c'est l'or que vous avez dans les armoires, que vous recevez de l'héritage, les pièces, les Napoléons que vous recevez en héritage et qui se transmettent comme ça. Voilà, tout ça, ça s'accumule, ça reste dans les familles, ça s'accumule. Il y en a d'énormes quantités qui s'achètent et qui se vendent tous les ans et qui sont thésaurisées dans les familles. Le reste, c'est anecdotique, banque centrale, pas anecdotique, mais par rapport à ces deux pôles de consommation les plus importants, la dentisterie, les industries, l'électronique, on en a parlé tout à l'heure, les produits dérivés, les produits financiers. Alors ça, un petit commentaire aussi sur ce diagramme. Une dame hier me demandait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, pour éviter de polluer la terre par l'extraction des métaux sous la terre, est-ce qu'on ne pourrait pas uniquement procéder par recyclage, utiliser les métaux que l'humanité a extraits de la terre jusqu'à aujourd'hui, et en les recyclant, travailler seulement sur ces métaux recyclés. Alors regardez ce qui pourrait se passer sur l'or. À la limite, on pourrait se dire que finalement, la bijouterie, on peut vivre sans bijoux. Non ? On peut vivre sans pièces d'or dans l'armoire ou dans la poche ou n'importe quoi. Donc en enlevant, si on enlève ces deux postes, la bijouterie, les lingots et les pièces, finalement, on enlève pratiquement toute la production minière. Donc théoriquement, et c'est un raisonnement qu'on peut étendre à d'autres métaux, théoriquement, l'humanité pourrait se passer des mines d'or, qui sont, on va le voir dans la suite de l'exposé, qui sont des objets qui peuvent être très polluants, qui peuvent être très, très dommageables pour l'environnement, mais il faudrait se passer d'un certain nombre de caractéristiques qui font l'humanité. Vous ne croyez pas ? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce que l'humanité peut se passer
peut se passer de l'or pour la bijouterie et pour le... Vous voyez, donc c'est des questions, oui, le recyclage, la production minière, on met ça en balance aujourd'hui dans les débats sur les matières premières, mais enfin, il faut voir à quoi ça correspond exactement de l'autre côté, du point de vue de la nature de nos sociétés, de la nature de la société humaine. Enfin, ça, c'est de la philosophie. Alors, comment ça se commercialise? Ça se commercialise dans une référence que les USA ont inventée en 1828 qui s'appelle l'once Troy, l'once d'or Troy, qui pèse 31,10 grammes. Troy, ça vient de Troyes. Troyes, c'était une ville de France, en Champagne, qui était un très très gros marché au Moyen-Âge et qui avait ses propres références monétaires. Il y avait l'once de Troyes, ça existait donc au Moyen-Âge, et les Américains ont repris cette référence pour l'imposer sur la qualification de l'or. L'once, en réalité, l'once, c'est une ancienne unité de masse qui pesait 28,3495 grammes. Donc ça, c'est la nouvelle unité pour l'or. Donc les lingots d'or, c'est 1 kilo. Là, vous avez un joli lingot d'or. Les lingots d'or, 500 grammes. C'est la nouvelle unité, c'est celle d'en haut 28 300. Non, c'est celle-là. C'est ça l'once. Parce que dans les cotations d'or, vous regardez les journaux, les cotations d'or se font en onces. Et c'est cette once-là, c'est 31 grammes. Le Napoléon, etc. Le prix de l'or aujourd'hui, c'est les données du 27 octobre, c'est avant-hier. L'once, elle est à 1653 euros, le kilo, donc 53 000 euros, le gramme à 53 euros. Vous verrez tout à l'heure, vous regarderez cet échantillon, il y a quelques grammes d'or dans cet échantillon, donc un échantillon qui a un peu de valeur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'or était un métal qui était finalement très, très stable, assez commun sur la Terre et très très stable. En fait, du point de vue de la cotation de la valeur que l'on donne à ce métal, il y a des variations qui sont très importantes. Vous voyez ce diagramme qui part de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez une cotation de la valeur de l'or. Ici c'est le lingot et là c'est l'once. Donc l'once d'or. Alors pourquoi ces variations? On peut s'amuser à essayer de décortiquer ce diagramme en référence à la situation internationale. On parle ici de 2005. En 2008, crise des produits dérivés, faillite des banques américaines, catastrophe financière sur le plan international. Instantanément, les gens qui ont un peu d'argent, qui veulent protéger leurs avoirs, ils achètent de l'or. L'offre ne peut pas correspondre à la demande, le prix monte. Donc vous avez une montée des prix extraordinaire depuis 20 000 $ jusqu'à 50 000 $. Donc c'est une montée très très forte pendant cette période où les investisseurs, les grands investisseurs internationaux essayent donc de trouver un refuge financier. Donc c'est l'or refuge à ce moment-là. On arrive à 2011-2012, les autorités internationales et les États en particulier prennent conscience des difficultés économiques, et la politique qui a été menée à ce moment-là, en particulier par les Américains, ça a été d'injecter énormément de devises sur le marché. On a fait marcher la planche à billets, le dollar, pour remettre de l'argent dans le système et donc pour faire redémarrer les économies, puisque les économies étaient à plat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens qui avaient accumulé de l'or à ce moment-là, ils le remettent sur le marché pour pouvoir récupérer les devises et investir, faire repartir la machine. Donc à ce moment-là, la demande en or est inférieure à l'offre, donc le prix baisse. Donc vous avez cette baisse drastique du prix de l'or. Après cette montée brutale, cette baisse du prix de l'or. Ensuite, on est dans une période relativement stable, ici, là, entre 2013, 2014, et puis on arrive vers chez nous, vers 2018,
qu'est-ce qui se passe pendant cette période? L'afflux de liquidités sur le marché va provoquer l'inflation, puisqu'il y a plus d'argent que de produits disponibles pour la consommation. On arrive donc en période d'inflation. En période d'inflation, tous les acquis monétaires, tous les titres baissent de valeur. Donc à ce moment-là, que fait la finance internationale? Elle va revenir chercher de l'or. Donc la demande va être de nouveau supérieure à l'offre et les prix remontent. On est aujourd'hui dans une période comme celle-là, à peu près stable, on se demande ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on est en période de guerre, puisqu'il y a de nouveau un besoin de relancer l'économie mondiale, en particulier avec l'économie de guerre, en Ukraine et ailleurs aussi. Donc on est dans une période relativement calme, mais où le prix de l'or a tendance quand même à baisser, parce que l'argent va dans l'industrie pour fabriquer des avions, fabriquer des chars, fabriquer des fusils. Vous savez tout ça. Donc vous voyez que finalement, avec l'or, on a un assez bon aperçu de ce qui se passe en fait dans le monde, dans le monde libéral, dans le monde capitaliste. Ce métal, en fait, sert en fait d'échange et est un excellent révélateur de la situation internationale. On peut aller un peu plus loin et on peut s'amuser à lisser une courbe comme celle-là. Si on la lisse, une courbe comme celle-là, qu'est-ce qui se passe? On enlève les creux, on enlève les bosses. On se retrouve avec une courbe, on se retrouve avec une droite qui suit à peu près cette tendance. Et cette tendance, c'est quoi? Ici, on est autour de 400 $ l'once. On arrive aujourd'hui autour de 1500, 1600 $ l'once. Qu'est-ce que c'est cette différence? En fait, c'est le coût d'exploitation des mines. En 2005, extraire une once d'or, ça coûtait autour de 400-500 $ l'once. Aujourd'hui, extraire une once d'or, ça coûte autour de 1500-1800 $ l'once. Donc en fait, les coûts d'exploitation, en fait, les mines, les gens qui creusent des mines, qui font des mines, qui investissent pour faire des mines, les mines, on va le voir, sont de plus en plus profondes, ça coûte de plus en plus cher. Donc l'or, en fait, intrinsèquement, l'or prend de la valeur du fait de ces coûts d'exploitation. Et donc en fait, une courbe comme celle-là, une fois qu'on la lisse, on a simplement un métal comme un autre. On a un métal comme un autre, l'or, dont le prix va suivre encore, en fait, le coût de son exploitation. C'est pas plus compliqué que ça. Alors les gens qui essayent de vous vendre de l'or, ou qui essayent de placer votre argent, évidemment, ils vont jouer sur ces petits écarts, parce qu'on va essayer de spéculer sur la valeur du métal, on va essayer de gagner en revendant au bon moment, en achetant au bon moment. On va jouer sur ces petites discontinuités. Mais quand on regarde les choses dans leur ensemble sur une longue période de temps, on s'aperçoit que c'est un métal comme un autre, et qui va, du point de vue de sa valeur intrinsèque, et qu'en fait, c'est l'activité industrielle qui concourt à son exploitation qui va en régler le prix. On peut même aller beaucoup plus loin encore si on veut. On peut même se dire, si ça c'est vrai, si cette réalité, c'est sur le long terme, c'est la vérité, si c'est comme ça que ça se passe dans les échanges internationaux du point de vue monétaire, pourquoi pas revenir à l'étal en or? Parce qu'à ce moment-là, on se passerait de la spéculation financière. Chaque banque nationale, chaque État, chaque pays, chaque continent aurait ses réserves d'or et baserait son activité économique, les prêts d'État et tout ça, sur sa réserve d'or. On aurait quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus solide, plutôt que le système dans lequel on vit aujourd'hui, qui va à la catastrophe. On en est à 200 000 milliards de dollars de dettes dans le monde. L'ensemble des économies du monde, aujourd'hui, elles ont 200 000 milliards de dollars de dettes. Qu'est-ce que ça ne veut plus rien dire du tout? Plus rien. 200 000 milliards de dollars. L'ensemble des pays. 10 puissance 15. Quand est-ce qu'on a arrêté d'appuyer la monnaie sur l'or? Très bonne question. Après la guerre la première guerre, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et jusque dans les années 30, avant la crise de 29, toutes les monnaies étaient basées sur l'or. Donc l'or était la référence, et toutes les banques nationales devaient s'appuyer sur l'or pour référencer leur monnaie, donc sur leur réserve en or. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc
la Première Guerre mondiale a coûté très très cher aux économies européennes, en particulier aux Britanniques et aux Français, mais surtout aux Britanniques, qui ont payé un très très lourd tribut à la Première Guerre mondiale. Et donc les Américains, eux, les USA ont pris le relais de la puissance britannique. Donc jusqu'à la crise de 29, ils n'ont rien dit, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme ils étaient les leaders en fait, de cette nouvelle alliance internationale du monde libre, ils ont imposé un référencement de l'or au dollar. C'est le dollar qui a remplacé l'or comme référence internationale pour les monnaies. Et on a fixé la parité de l'or à 35 $. Donc, en 1945, aux accords de Bretton Woods, en 1944, l'or a été fixé à 35 $ l'once. Vous voyez où il est aujourd'hui. Hein. En 1971, arrive aux États-Unis un président génial, alcoolique, joueur de poker, fils de pasteur. C'est lui qui a ouvert la Chine au commerce international. C'est le premier président occidental qui a visité la Chine. Et il a décidé de découpler le dollar et l'or. Pourquoi? Parce qu'il fallait produire des dollars pour relancer l'économie américaine, l'économie mondiale. C'est le début du libéralisme et de la mondialisation. Et donc il a découplé le dollar de l'or. À ce moment-là, le dollar est devenu la monnaie de référence internationale. Tous les échanges internationaux, la plupart des échanges internationaux, 80% des échanges internationaux sont faits en dollars. C'est un outil absolument extraordinaire de pression sur toutes les économies mondiales, et en particulier, je reviens à la première diapositive, sur le prix de l'énergie. La société de consommation, la société libérale est basée sur un prix de l'énergie bas. Il faut beaucoup d'énergie pas chère pour faire marcher le système, pour faire marcher la machine. Si vous ne contrôlez pas le prix de l'énergie, vous ne contrôlez plus la machine. Ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez comment le prix de l'énergie est en train de monter, vous voyez qu'on est en train de dérégler complètement le système. Vous savez de qui je veux parler, ce président? Richard Nixon. Vous vous souvenez? C'est un génie absolu de la politique, parce qu'il a complètement ouvert le système. Il fallait le faire ce qu'il a fait. Avec les conséquences que ça a eu derrière. Il n'a pas été remercié par les États-Unis parce qu'ils l'ont foutu dehors. Hein. Il a été foutu à la porte. Voilà, donc sur cette diapositive. Alors revenons sur le terrain. Cette fois-ci, c'est plus mon domaine de compétence. Hein. Je suis géologue d'abord. Hein. Alors l'or, il y en a partout sur la Terre. Hein. C'est aussi son intérêt, c'est que tout le monde en a à disposition. Alors vous avez ici un schéma du globe terrestre, une planisphère, avec des couleurs différentes. Les couleurs, ça représente en fait l'âge de formation. Ici on a 3 milliards d'années, ici on est à 0. Donc la Terre a 4,5 milliards d'années, mais depuis 3 milliards d'années, la Terre fabrique de l'or. Jusqu'à aujourd'hui, hein. La Terre fabrique des gisements d'or. Et les pics là représentent la quantité d'or fabriquée à chacune des époques terrestres. Vous voyez qu'au début de l'histoire de la Terre, là, il y a un très très grand pic, et aujourd'hui il y a un très grand pic. Il y a 2 très grands pics. Le grand pic d'aujourd'hui, c'est le jaune. Si vous vous souvenez de vos cours de sciences naturelles, vous voyez ce que ça représente, le jaune. C'est les chaînes récentes, c'est les chaînes alpines, hein, les chaînes qui sont formées récemment, les chaînes de montagne formées récemment sur la Terre. Et le rouge, c'est les boucliers, les anciens boucliers, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, le nord des États-Unis, les anciens boucliers, l'Afrique de l'Ouest, qui ont aussi accumulé pas mal d'or. Donc de l'or, il y en a un peu partout. Hein. Autre petite référence, j'aime bien les références historiques. Regardez la différence entre la période de colonisation et les territoires colonisés par les Français et les Anglais au XIXe siècle. Regardez qui est-ce qui gouvernait en fait la politique de colonisation dans les 2 pays. Regardez ce que les Anglais ont colonisé, l'Afrique du Sud, un des premiers producteurs d'or dans le monde. Hein. C'est connu. Hein. L'Australie, le Québec, le Canada, le Québec, que les Anglais ont pris aux Français. Ici en Afrique de l'Ouest, cette grosse tache là, on peut s'imaginer que les Français aussi ils avaient quelque chose. Non, c'est le Ghana, c'est le premier producteur d'or en Afrique, c'est le Ghana, c'est les Anglais qui l'avaient colonisé. Toute l'Afrique de l'Est, regardez, toute l'Afrique Fachoda c'est ici, toute l'Afrique de l'Est c'est les Anglais.
Donc vous voyez, comme l'or aussi là, est révélateur d'une stratégie, d'une politique, qui était une politique extrêmement bien réfléchie, avec des géologues. Les géologues étaient avec les militaires dans la conquête des territoires au cours de la colonisation. La frontière ici entre l'Argentine et le Chili, ici au sud, entre l'Argentine et le Chili, a été faite par un géologue qui avait vu les gisements de charbon et qui a donné les gisements de charbon au Chili, alors que c'était le prolongement du territoire argentin. Si ça avait dû être la cordillère des Andes qui faisait la frontière comme c'est aujourd'hui, normalement ça aurait dû être argentin. C'est chilien à cause d'un géologue qui avait vu le charbon. Punta Arenas, ça vous dit quelque chose Tout à fait. En haut, vers l'hémisphère nord, là, oui. Là aussi, là, très très joli. Et c'est le paquet, là. Il y a un paquet, il y a le nickel, là aussi. Il y a le nickel, Voilà, oui, c'est aussi là, des roches anciennes. Des roches anciennes, il y a de l'or. Il y a de l'or. Il y a de l'or, du nickel, du cobalt, du platine, beaucoup de platine Et aussi. c'est vers la Finlande, là. Ça, c'est la Finlande, c'est Voilà. la frontière avec la Russie. C'est la frontière Finlande. avec la Russie. Ouais. Il y a une grande séparation tout à fait à côté de Mourmansk. Ils Exactement. ont bouffé sur la Finlande et il y a une frontière avec 5 barrières électrifiées. Et on n'a pas intérêt à approcher, ça va sonner. Tout à fait. Et les gens sont passés de l'autre côté, donc ils ont passé avec leur église. Imaginez qu'ils sont passés de Pernes-la-Fontaine à Cavaillon. Exactement. Donc, vous voyez aussi l'or, un enjeu géopolitique, un géostratégique important depuis toujours, hein, et encore aujourd'hui. Alors, là on passe sur un problème important aussi dans les discussions qu'il y a aujourd'hui sur l'environnement, sur le changement climatique et sur l'avenir de nos sociétés. Beaucoup de gens prédisent en fait l'épuisement des ressources naturelles sur la Terre. C'est vrai pour certaines ressources. Si on coupe tous les arbres sur la Terre, si on coupe tous les arbres dans l'Amazonie, il va y avoir des problèmes. Pas seulement en Amazonie. Pour les matières premières, c'est beaucoup plus compliqué. L'épuisement des ressources naturelles en tant que matières premières, c'est quelque chose qui vous est familier pour le gaz et le pétrole. On nous annonce depuis 20 ou 30 ans l'épuisement des réserves de gaz et de pétrole. On en trouve toujours de nouveau. On repousse sans arrêt cette limite. Pour l'or, ça c'était les calculs qui avaient été faits en 1972. En 1983, il n'y avait plus d'or disponible, minable, enfin exploitable sur la Terre. En 2009, c'était 2024. Vous voyez, on avait changé. Donc on va pouvoir, comme ça, dans les années qui viennent, quand je fais des conférences ici encore pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans, j'ajouterai ici des colonnes et on repousse comme ça sans arrêt. On repousse pourquoi ? Parce qu'on va creuser de plus en plus profond, on a des moyens techniques de plus en plus performants, on dépense de plus en plus d'énergie pour aller chercher ces matières premières et donc on repousse ces limites en permanence. On n'est pas capable aujourd'hui de mesurer exactement l'âge à laquelle on atteindra ces limites pour l'or en particulier. Oui, c'est la même chose pour les autres métaux. Quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche. Il y a deux types d'or sur la Terre. Il y a l'or, ce qu'on appelle l'or primaire. C'est l'or qui est contenu, là vous allez en voir ici dans les cailloux qui sont là, c'est l'or qui est contenu dans les roches, qui est formé donc en même temps que la roche s'est formée dans la Terre. Ça c'est ce qu'on appelle l'or primaire. Vous en avez des images ici, dans l'Oisan, un très joli gisement d'or de la Gardette, les filons de la Gardette. Et puis ici vous avez l'or des exploitations en Guyane. Quand on voit l'or... Oui, une question que je voulais poser tout à l'heure, quand tu parlais des créations d'or, c'est de minerais d'or, parce que... Le minerai d'or. Parce que l'atome, enfin l'élément or, il s'est constitué antérieurement à la Terre, ou il y a une synthèse de l'or, une synthèse, par radioactivité. Non, mais au Big Bang, oui, mais ça remonte dans les étoiles. Oui, dans les étoiles. La création dans les étoiles. Tous les éléments métalliques se sont formés à ce moment-là. Mais après, la Terre a une histoire. Après, la Terre s'est différenciée depuis le noyau jusqu'à la surface. Et toute cette différenciation qui a pris donc 4,5 milliards d'années a conduit à la formation des différents minéraux. Les minéraux sont
sont des structures qui contiennent les métaux. Hein, Oui. on peut pas. Il n'y a pas eu d'évolution de la quantité d'or sur la Non. Terre depuis 4500 ans, c'est ça, On n'a pas eu de bombardement météorique qui a ramené l'or sur la c'est Terre. une ségrégation, une évolution. Tout à fait, tout à fait. Et l'or est un des seuls métaux qu'on trouve à l'état natif. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. Ça, c'est de l'or qui s'est formé directement dans la roche. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'or natif. C'est de l'or métallique. Quand on exploite du plomb, une mine de plomb, une mine de zinc, une mine de cuivre, on ne trouve pas du plomb, du zinc ou du cuivre. On trouve un minéral, un sulfure, un silicate, un oxyde qui contient le métal. Et ensuite, il faut passer par des processus métallurgiques pour extraire le métal du minéral. Hein. Minéral, métal, minéral, roche. Hein. C'est les trois notions. Parce qu'il n'est pas altérable, quoi. Il ne se combine pas avec. Il ne se combine pas, donc il reste à l'état. Si, c'est un peu plus compliqué que ça. Il peut être présent à l'état natif, comme vous le voyez là. La plupart du temps, ça c'était des échantillons exceptionnels, la plupart du temps quand vous visitez une mine d'or, quand vous êtes dans une mine d'or, vous voyez des filons comme ça, des filons de quartz, il y en a un ici. Hein, le minéral noir ici c'est la tourmaline, vous avez peut-être entendu parler de la tourmaline, le minéral blanc c'est le quartz, et l'or il est là. Il est là mais vous ne le voyez pas. Il est tellement fin, à des teneurs tellement basses, en dessous de 1 gramme par tonne, 1 gramme d'or par tonne de matière. Donc, vous voyez, c'est rien du tout. Une tonne de matière comme ça, c'est un cube à peu près comme ça, et là, il y a 1 gramme d'or. Vous imaginez, c'est rien du tout. On ne peut pas le voir. Ensuite, le deuxième type d'or sur la Terre, c'est l'or secondaire. Lorsque ces roches viennent à l'effleurement, à l'érosion, sont altérées, les roches sont désagrégées, séparées, les différents grains de la roche sont séparés, et l'or est libéré. L'or, à ce moment-là, il part dans les rivières, et les petits grains d'or s'amalgament pour faire des pépites. C'est ce qu'on appelle l'or alluvionnel. Et donc là, l'or aussi, on le trouve comme ça dans les rivières, en utilisant sa forte densité pour le séparer de façon gravitaire, et on utilise des bâtés, une bâtée comme ça, et on recueille comme ça des paillettes d'or directement par bâtée. C'est une méthode d'extraction très très simple, très facile. L'oriège, l'ariège. Ils font encore la bâtée. Ils font encore la bâtée. Ici, pas très loin, de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, le Gardon, il y a de l'or. Il y a de l'or dans les rivières. J'ai un camarade qui c'était un collègue de l'école des mines d'Alès, qui s'était associé avec un exploitant de gravière. Il avait monté dans ses cribles des moquettes. Donc les moquettes récupéraient les grains d'or qui passaient et tous les mois il venait et il récoltait son or dans les moquettes. C'est le mythe de la toison d'or. La toison d'or, c'était une toison de mouton. C'est ce qui permettait aux anciens de récupérer l'or dans les rivières. Ils mettaient les toisons au fond des rivières et l'or, les petits grains d'or se collaient, s'accrochaient sur les et c'est ce qui a généré ce mythe de la toison d'or. Oui, même dans les Alpes, il y en a dans les Bauges, très jolies paillettes d'or. Voilà pour vous faire rêver, une petite pépite en Australie, récupérée dans une rivière en 2016, avec son poids, 4 kilos. 4 kilos la pépite. Il avait gagné sa journée, le prospecteur. Alors, il y a une autre forme de présentation de l'or. L'or peut être incorporé dans d'autres minéraux, en particulier les sulfures, la pyrite. La pyrite, il l'expliquait, le sulfure-arséniure de fer. La pyrite, c'est du sulfure de fer. Donc les petits grains d'or, les toutes petites paillettes d'or, en fait, sont dans la structure de la pyrite. Donc là aussi, on ne le voit pas. Voilà, un cristal de pyrite. Là, il y a de l'or. Et quand cette pyrite, qui est un sulfure, qui est facilement, on trouve rarement la pyrite à l'état brut, à l'état non oxydé. C'est un sulfure, c'est donc métastable à la surface de la Terre, et du fait de l'acidité des eaux de pluie, la pyrite s'altère, donne des oxydes de fer ou de l'acide sulfurique. Et donc une pyrite altérée, c'est ça. Vous voyez, on retrouve les cubes de pyrite, on les voit bien là, mais c'est plus de la pyrite, c'est des oxydes de fer. Et là, l'or est libéré pendant cette transformation. Vous allez voir comment ça se passe. C'est en fait les bactéries
qui dissolvent la pyrite. Hein, vous voyez les bactéries qui sont en train de manger la pyrite ici, elles font des trous dans la pyrite, et dans ces trous, il y a les paillettes d'or. Et donc ensuite, l'or va être, quand il va pleuvoir, quand cette pyrite va être roulée dans une rivière, dans un fleuve, cet or va sortir de la pyrite, et à ce moment-là, il va faire les paillettes, comme on a dit tout à l'heure. Donc la nature, c'est travailler, la nature, c'est fabriquer les produits dont on a besoin. Pourquoi les paillettes s'agrègent en pépites beaucoup plus grosses? Ah, c'est un processus très très complexe d'état de surface, de l'or qui va chercher dans le fluide, qui va chercher sa voisine et ses connexions. Donc là, vous l'avez sur le terrain, à Madagascar, vous avez l'or primaire, vous voyez les filons, là on voit bien les filons de quartz qui sont un peu en relief, exploités par les paysans du coin, là. Et puis à côté, juste à côté, vous avez les mêmes filons. Ici, ils sont à l'état brut, ils n'ont pas été altérés, donc on va récupérer du quartz avec de l'or. Et un peu plus loin, dans une zone qui a été profondément altérée, avec une altération de type latéritique, donc des roches très très rouges, pleines d'oxyde de fer, et là l'or est libéré. Donc on va chercher l'or non plus avec des pics et des marteaux, mais on va chercher l'or avec des bâtés. Hein, on va gratter la terre, on va essayer on va utiliser l'eau comme pour laver les bâtés, et puis on va récupérer l'or. Alors évidemment ils utilisent des procédés extrêmement rudimentaires. Là c'est une feuille de bananier qui sert de bâté pour chercher des pépites d'or. C'est évidemment des exploitations extrêmement polluantes et extrêmement dangereuses. Là, c'est un site d'orpaillage au Rwanda. Vous voyez, la rivière est complètement excavée et transformée. Les gens descendent dans des trous. Vous voyez, il est dans un trou, il est au moins à 8-10 mètres de profondeur dans le trou, là, à côté de la rivière. Donc, s'il est dans le trou et qu'il y a une crue de la rivière, il se passe ça. La mine d'or s'effondre au Congo. 50 morts. Bon, la rivière déborde. Les gens sont dans les trous en train de chercher de l'or. Ils pensent qu'ils sortent pas, même si on leur dit que c'est dangereux, ils disent non, je vais trouver l'or maintenant, ils restent et ils se font noyer dans les cailloux. Tout ça pour l'or. Alors un autre risque, celui-là plus environnemental, moins humain mais plus environnemental, je vous ai dit tout à l'heure que souvent l'or était associé à la pyrite, donc à un sulfure. Le sulfure, lorsqu'il est altéré, se transforme en acide sulfurique. Hein, du soufre, on passe de l'état réduit, on passe à l'état oxydé, donc sulfurique. Et c'est dans les anciennes mines d'or en particulier, ces fluides sont contenus dans des poches, et quand on ferme la mine, en fait, on enferme la pyrite transformée en acide sulfurique avec son or, on l'enferme dans la mine. Et le jour où on débouche les mines parce que le prix de l'or remonte et qu'on veut retrouver, il se passe ce qui s'est passé dans le Colorado en 2015, on ouvre la galerie, tous les eaux d'exor de la mine s'en vont et vont dans la rivière à côté. Hein, et ça, c'est de l'acide sulfurique qui descend dans la rivière. C'est la couleur du soufre. Et voilà. On a ces mêmes couleurs près des volcans, Exactement. aux îles éoliennes. Exactement. C'est la même chose. C'est ça, la même odeur de soufre. C'est ça. Donc évidemment, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Le temps que la rivière reprenne ses eaux. Autre problème lié à l'exploitation de l'or, c'est les conflits d'intérêts. Il peut y avoir au même endroit, dans la même zone, il peut y avoir deux types d'économies complètement opposés, des prospecteurs, des gens qui viennent chercher de l'or, et des gens qui étaient là avant, des paysans qui étaient là avant, qui travaillaient la terre et qui se foutaient pas mal de l'or. Donc, qui gagne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on favorise le développement agricole ou est-ce qu'on laisse les prospecteurs, est-ce qu'on laisse la ruelle vers l'or se développer avec tous les problèmes que ça pose? C'est ce qui s'est passé en Californie au XIXe siècle. La Californie qui était, on l'a vu tout à l'heure sur la photo, hein, qui est dans les cordillères occidentales des États-Unis, qui a suscité une ruée vers l'or, hein, au XIXe siècle. Et il y a eu de très très gros problèmes avec les gens qui étaient déjà là, avec les paysans qui étaient déjà là en train de travailler. Conflit d'intérêts donc pour l'exploitation de l'or. Pour finir, on va faire un petit zoom sur la Guyane.
vous savez où se trouve la Guyane, hein, je vous apprends rien, Cayenne. La Guyane est un territoire français, un département français. Et il y a ce problème, ce conflit d'intérêts très très fort en Guyane, entre d'un côté les habitants, les autochtones, les habitants qui étaient là avant la colonisation, qui n'exploitaient pas l'or, très très peu, marginalement. Les considérations environnementales qui ont fait que l'État français a créé un énorme, très très grand parc naturel ici dans le sud de la Guyane, essaye également de protéger l'ensemble des rivières et de l'environnement en Guyane. Et puis, d'un autre côté, tout ce que vous voyez en jaune, hein, tout ça, ce sont des zones aurifères. C'est un pays très très riche, très très riche. C'est une région qui est très riche parce qu'elle se trouve dans une zone de boucliers anciens et il y a beaucoup d'or en Guyane. Alors évidemment, ça suscite beaucoup d'intérêt. L'or alluvionnaire est exploité de façon illégale depuis toujours, mais depuis assez récemment, depuis 70-80 ans, de façon intensive, par les Guyanais, mais aussi par les gens qui habitent autour, par les pays riverains, c'est-à-dire les gens qui viennent du Brésil et les gens qui viennent du Suriname. Il y a une tradition au Brésil d'exploitation sauvage des métaux, de l'or, mais aussi des émeraudes, de tout un tas de... C'est ce qu'on appelle les garimperos, c'est le nom local qu'on donne à ces prospecteurs, et ils envahissent régulièrement la Guyane pour pratiquer leur activité, qui est l'exploitation de l'or alluvionnaire. L'or alluvionnaire, ça donne ça, voyez, on s'attache la forêt, et surtout, le plus gros danger, c'est que là, ça ne vient pas de Guyane, ça vient du Laos. C'est une exploitation d'or alluvionnaire comme celle qu'on vient de voir. Et on utilise pour exploiter l'or alluvionnaire, pour amalgamer les pépites d'or, donc pour rendre leur extraction plus facile, les amalgamer, donc les voir plus facilement. On utilise un métal absolument horrible pour l'environnement, c'est le mercure. Ce que vous avez là, c'est les petites gouttelettes d'amalgamation des pépites d'or par le mercure. Évidemment, une fois que l'or est amalgamé au mercure, on fait chauffer la gouttelette de mercure, on récupère l'or, le mercure part dans l'atmosphère ou dans la rivière. Vous imaginez ce que ça peut donner du mercure dans la rivière. Donc ça se passe comme ça en Guyane aujourd'hui. Aujourd'hui, on amalgame de l'or en Guyane avec du mercure et on ne peut rien faire. La France dépense des centaines de millions d'euros pour essayer de contenir ces exploitations sauvages. C'est absolument impossible dans le contexte géographique actuel. En 2011, la France a récupéré 5 tonnes. Comment ? En 2011, la France a récupéré 5 tonnes d'or en Guyane. 5 tonnes. Exactement. 5 tonnes, c'est pas une taille. 5 tonnes, mais c'est par rapport à ce qui est sorti illégalement. Oui, mais ça coûte cher, mais récupère aussi des tailles. Alors il y a heureusement, enfin moi je dis heureusement, vous en jugerez par vous-même, mais il y a heureusement des tentatives d'exploitation industrielle responsable de l'or en Guyane. Ça c'est un prospect Yahoo près de Marie Passoula sur lequel on a un peu travaillé avec des étudiants de l'école de géologie à Nancy. Et donc voilà comment ça se présente sur le terrain. Et il y a aujourd'hui un gros projet, enfin à l'échelle mondiale, un projet moyen qui a fait beaucoup parler de lui, c'est la montagne d'or, ça se passe ici, en Guyane, et il y a un projet qui a été développé par un consortium international qui projette d'exploiter 85, c'est les chiffres qui sont donnés par la compagnie, 85 tonnes d'or, ici dans une carrière, en limite, vous voyez où ça se trouve, hein, en limite évidemment de zones protégées de Guyane. Donc là aussi, conflit d'intérêts, ça pose un problème entre la réserve biologique intégrale qui est juste en bordure ici de ce projet de montagne d'or. Alors, gros débat, les acteurs favorables au projet, opposés au projet. Donc des acteurs favorables au projet en Guyane, évidemment, tous les responsables de l'économie guyanaise et les entreprises guyanaises sont favorables au développement de ce projet qui permettrait de circonscrire l'exploitation de l'or à une carrière avec
en imposant évidemment des normes environnementales différentes de celles qui sont pratiquées par les garimperos dans les rivières. Donc c'est un projet qui, sur le papier, a des avantages. Il était soutenu en France, en métropole, par le gouvernement, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Et c'est un projet qui est porté par un consortium international. Opposé au projet, évidemment, en métropole, l'ensemble des organisations environnementalistes. Et sur le terrain, vous voyez le slogan qui avait été mis en avant, hors de question, je trouve ça pas mal. En particulier les associations de représentants les populations amérindiennes, les populations locales qui sont opposées au projet. Et le maire de la région, et puis là vous reconnaissez Christine Taubira, Nicolas Hulot, enfin les leaders écologistes. Alors, il y a eu un débat, il y a eu des réunions de coordination, de concertation qui ont été organisées par la Commission nationale de débat public. Et aux dernières nouvelles, le président Macron a décidé de surseoir au projet. Donc pour l'instant, le projet n'est pas enclenché. Pour l'instant, c'est arrêté. Donc la montagne d'or, moi j'ai jamais compris pourquoi on avait appelé ce projet montagne d'or une erreur de communication. Il n'y a pas de montagne, il y a de l'or, mais il n'y a jamais eu une montagne d'or à cet endroit-là. Il y a quelques tonnes d'or. Donc vous avez tout le détail de ce problème dans le très bel article de Fabrice Clairefeuille autour du projet minier Montagne d'Or qui est sorti en mars 2022. Vous avez toutes les informations très détaillées, très objectives. J'ai trouvé très objectif la façon dont il a présenté les choses. Alors, les teneurs des gisements, on en a parlé déjà abondamment, les teneurs des gisements baissent régulièrement, parce que les gisements les plus faciles à exploiter, ma foi, on les a trouvés et puis on les a exploités. Donc aujourd'hui, il faut aller en profondeur, et avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, on peut exploiter économiquement, de façon économique, on peut exploiter des gisements d'or qui ont des teneurs de plus en plus basses. J'ai oublié de vous dire une chose sur l'or, une petite chose qui concerne Terne. Le géologue qui a fait la première carte géologique des occurrences aurifères en Guyane, c'est des gens d'ici, sa fille habite à Pernes. Sa fille habite à Pernes. C'est des gens du coin. C'est un géologue de la Bariol. C'est lui qui a fait le premier inventaire des gisements d'or en Guyane. Donc les teneurs baissent de plus en plus. Vous voyez, on exploitait au 19e siècle des gisements avec une teneur de 20 grammes-tonnes. Là, vous avez un gisement qui a été exploité par les Romains jusqu'au 20e siècle. Et vous verrez ici, ce que c'est que 20, 30, 40, j'estime moi, 30, 40 grammes-tonnes d'or. C'est ce qui est dans cet échantillon. C'est un gisement d'un massif central qui est connu depuis les Gaulois et les Romains, et qu'on a exploité jusque dans les années 70. À côté de Limoges. Bournex, à côté de Bournex, à côté de Limoges. Et dans l'Aude, on avait ça. À Saint-Cygne, oui, ça c'était autre chose parce que c'était un sous-produit là. C'était un sous-produit. Et donc aujourd'hui, on arrive à comme vous l'avez vu sur les photos tout à l'heure, on arrive à des teneurs exploitées en dessous du gramme ou en dessous du gramme. Donc c'est des mines de plus en plus grosses, puisque si on baisse la teneur, il faut augmenter le volume pour que ça soit économiquement rentable. Donc c'est des mines de plus en plus grosses. Là vous avez quelques images de la mine d'or de Canadian Malartic au Québec. Voilà les données. Vous voyez, 50 000 tonnes de minerais par jour. Les camions ils montent 300 tonnes à chaque navette. 100 000 tonnes de stériles par jour. 1 à 2 grammes tonnes, production annuelle 15 tonnes d'or par an. Et durée d'exploitation de 30 ans. Donc je cherche l'or, vous voyez, là je suis avec ma loupe, je suis en train de chercher l'or, mais je ne l'ai jamais vu dans les échantillons. Et ça, c'est des photos c'est une photo qui date d'environ 4-5 ans, à l'époque où en France, on avait abandonné toute exploitation minière. Vous avez peut-être lu dans la presse qu'on va ouvrir une mine en France. Miracle, on va ouvrir une mine de lithium
côté de Limoges, dans un ancien gisement de kaolin, actuellement exploité. Il y a également du lithium, il y a du zinc, il y a du lithium, il y a de l'étain, pardon, du lithium, et on va donc exploiter du lithium en France. On va réouvrir une mine en France. C'est à ciel ouvert, oui. Ou en galerie, je ne sais pas exactement comment ils vont faire. Et donc, c'est une bonne nouvelle, monsieur. C'est pas une bonne nouvelle quand même, parce que le lithium, on sait très bien que pour l'exploiter, il faut plein de produits chimiques et ça détruit les nappes phréatiques. ouais, il faut. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe si on ne prend pas les précautions. Ah. On peut essayer de faire les choses proprement. Si on veut, on peut essayer de faire les choses proprement. Si on ne veut pas, on balance les stériles dans la mer, on balance les stériles dans les rivières. Si on veut le faire proprement, on peut le faire. Vous allez voir comment font les Canadiens d'ailleurs. Juste pour vous dire qu'à cette époque, on formait des géologues dans les universités françaises qui partaient travailler au Québec. C'était une jeune étudiante de Nancy qui a trouvé du travail dans cette mine, qui est ravie, qui travaille dans cette mine et qui fait sa carrière là-bas. Donc vous allez voir ce qu'on fait à la mine La Ronde, la mine d'or au Québec, qui est une mine qui se trouve dans une des plus belles structures aurifères de la Terre. C'est la faille de Cadillac au Québec, sur 13 km de long. On exploite aujourd'hui dans la mine La Ronde Pénin, ici, à 3,5 km de profondeur, on exploite de l'or. On produit d'autres métaux avec l'or, de l'argent, du cuivre et du zinc dans ces gisements qui se succèdent, vous voyez, de façon assez périodique le long de la faille. Là, la faille est en plan là, ici sur la carte. Alors à 3 km et demi, il fait très chaud. Hein. Il y a énormément de pression dans la terre, donc c'est des conditions c'est dangereux. Hein. C'est très très dangereux d'aller travailler à 3 km et demi de profondeur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Canadiens? Ils ont mis au point des marteaux-piqueurs télécommandés depuis la surface. Donc vous voyez l'opérateur il est en surface, il regarde son écran, il fait marcher le marteau-piqueur en profondeur. Quand on veut, on peut. Les parcs à résidus, donc vous avez vu les stériles qui sont produits dans toutes ces mines, il faut en faire quelque chose. Il y a également le traitement de l'or par cyanure. On n'utilise pas le mercure, on utilise le cyanure, donc un autre produit extrêmement dangereux pour l'extraction de l'or. Alors le système qui a été mis au point, c'est un ensemble de parcs à résidus où il y a décantation des résidus dans des bassins successifs. Il y a traitement des eaux dans les bassins successifs et 25% des résidus miniers sont en fait renvoyés comme remblais dans la terre. 90% de l'eau est utilisée par les concentrateurs, provient de ces bassins où l'eau a été traitée, et ceci minimise évidemment la quantité d'eau fraîche qu'on utilise pour les opérations minières. Le lac qui est autour, là, c'est un lac qui est une réserve naturelle. On pêche, j'ai du poisson qui vient de ce lac, on pêche, on se baigne. L'eau est parfaitement claire ici, à quelques centaines de mètres de l'exploitation aurifère. Le cyanure qui est utilisé comme lixiviant est évidemment extrêmement dangereux. C'est un produit très très dangereux avec lequel il ne faut pas s'amuser. Là vous avez les doses létales de cyanure, donc la détoxification est indispensable. Il y a eu des accidents remarqués, en particulier dans la vallée du Danube. La vallée du Danube draine un certain nombre de gisements d'or, en Transylvanie en particulier. Et donc il y a eu des relargages de parcs à résidus avec du cyanure dans le Danube, et ça a provoqué une catastrophe environnementale terrible. Alors on traite à la ronde, dans cette mine d'or, on traite en fait les solutions cyanurées par les bactéries. Hein, ça, ce sont les bacs dans lesquels les solutions cyanurées sont mélangées avec des bactéries qui extraient le cyanure des solutions. Et voilà les chiffres qui sont donnés par l'entreprise et par le ministère de l'Environnement au Québec pour contrôler la toxicité des effluents dans ce milieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous convaincre de rien du tout. Je voulais simplement vous alerter votre attention sur un certain nombre de faits, de données, qui sont des données réelles dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce n'est pas un monde fantasmé, un monde imaginaire ou un monde du passé, c'est le monde dans lequel on vit avec tout ça. Donc, il faut en faire quelque chose. Maintenant, les choix par rapport
aux dérives de nos sociétés par rapport à ce qu'on veut faire avec notre environnement. Enfin, ça nous concerne tous, mais ça concerne aussi les décideurs. On est tous embarqués dans ce navire. Est-ce qu'on fait des activités sur le judiciaire? Après, c'est des volumes beaucoup plus restreints. Elles sont stockées, elles sont stockées, et puis on sait où il est. On peut le stocker parce qu'on sait où il est. On ne l'a pas dispersé. On ne l'utilise pas. Si un jour il y a un tremblement de terre, donc voilà. Si un jour il y a un Il y a un tremblement de terre, tremblement de terre à l'endroit où il y a des bactéries, donc on a des problèmes. donc les fûts s'ouvrent, ils se dispersent dans le. Oui. Parce que là, c'est très. Il faut des endroits où il n'y a pas de tremblement de terre. Sinon, c'est mort. Vous savez où il risque d'y avoir un tremblement de terre en ce moment là? Ici, on est sur on est à quelques kilomètres de la faille de Nîmes. La faille de Nîmes, elle passe sur la centrale du Castin. Ah oui, je sais pas. Donc avant le cyanure, nous si on a un problème un jour, c'est si la centrale du Castin est affectée par un gros La destination de cet or, c'est quoi principalement? Vous n'étiez pas là au début de la conférence? Alors la destination de cet or, c'est 50% la bijouterie. Donc inutile. Non. C'est pas indispensable à la vie. C'est pas indispensable à la vie. Pourtant, depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre, on utilise de l'or pour la bijouterie. Ça aussi, il faut quand même le prendre en compte dans toutes les estimations, dans toutes les projections. Il faut quand même le prendre en compte. De plus en plus, on recycle. Oui, sur le travail de l'ordre éthique. Comment? Sur l'ordre éthique. Sur l'or éthique? Oui. L'or du Québec, oui. Ça, c'est l'or éthique. C'est l'or éthique. Le diamant du Québec, si vous achetez des diamants, mesdames, messieurs, les diamants du Québec, ils sont poinçonnés avec un petit ours blanc. Ouais. Donc, si vous achetez des diamants du Québec, vous savez qu'ils viennent de mines qui sont travaillées comme les mines, si vous achetez des diamants en tout venant, ils peuvent venir de République centrafricaine, ils peuvent venir de n'importe où, avoir servi à faire des enfants soldats ou n'importe quoi. Les diamants du Québec, sont poinçonnés, comme les huîtres. Sur cette labellisation, on sait que ça justifie l'exploitation. Oui. Moi, j'ai travaillé sur les émeraudes. J'ai travaillé pendant 15 ans sur les émeraudes et on a mis au point un procédé qui permet d'authentifier la provenance géographique des émeraudes. On est capable de dire si une émeraude vient de Colombie, vient d'Afghanistan, vient du Brésil. On a un procédé scientifique qui permet d'authentifier l'origine des émeraudes. Donc on va vers ça, enfin tout le monde va vers ce type de préoccupation. Alors pour l'or c'est très difficile à faire quand on a le produit final, parce que l'or du Québec ou l'or de l'Afrique du Sud c'est le même. Donc quand vous avez les deux en face de l'autre, pour reconnaître l'or du Québec de l'or de l'Afrique du Sud, c'est très difficile. Il y a des éléments chimiques en traces combinés avec l'or, de l'argent en particulier. Donc le contenu en argent peut quelquefois indiquer une provenance, mais on n'est jamais sûr parce que ces contenus, même dans un même gisement, ces contenus en traces, en particulier l'argent, varient même dans un même gisement. On peut avoir de l'or à 90-95%, et on peut avoir un amalgame. L'amalgame, c'est un mélange d'or et d'argent dans le même gisement. Donc c'est très difficile. Tout vient en fait de la certification à l'origine. C'est-à-dire que si les autorités gouvernementales sont compétentes et sont capables de récupérer l'or au moment de la perception des droits de douane, il n'y a plus de problème à ce moment-là, si ça devrait être le cas partout. Non. Dans le monde idéal. On peut le faire. Normalement, c'est le cas sur la planète. Normalement. Sauf que même en France, regardez en Guyane, on n'est pas capable de le faire. On récupère 5 tonnes d'or, 5 tonnes d'or officiellement reconnues et sur lesquelles les exploitants payent des droits, et le reste, ça passe à qui.
Ouais, ça passe à côté. On est en France, en Guyane. Donc imaginez ce qui peut se passer au Burkina Faso, en République démocratique du Congo. Si vous voulez, la question à propos du cyanure, on est tous concernés. Si vous saviez comment sont fabriqués ou étaient fabriqués, il y a quelques années, nos plaques qui sont dans nos ordinateurs, vous voyez, ils sont un peu dorés. Ben, c'est fait avec du sel aurique de cyanure dont on a parlé là. Si vous passez la Sarpillière dans l'atelier, ici ça se passait en France, hein, pas tout près de Nice, eh bien vous dégagez un gaz toxique qui est la chambre à gaz. Donc on travaille là-dessus, si vous voulez. Et justement, nos ordinateurs, tous nos produits que nous avons, eh bien, ils sont faits avec ces métaux-là. Donc il faut recycler. Et vous voyez, on est des gens qui ont des bijoux. Quand vous travaillez dans une mine, que vous remontez, vous êtes content. Vous voyez ? Parce qu'on n'imagine pas ce que ça signifie de descendre dans une mine. On restaure. Et j'ai eu la chance, parce que ça s'est trouvé dans moi, je suis descendu dans une mine de fer pour la première fois. J'ai un nageur qui glissé là-dessus. On descend dans un trou pour récupérer cette mine qui se situe, si vous voyez là, la Normandie et la Bretagne, ça se rejoint. C'est deux presqu'îles. Eh bien, elles se rejoignent à un endroit qui est à côté de Laval. Et là, vous avez assuré une mine de fer. Et vous mettez un aimant, il tient sur le mur. C'est la magnétique. Et là, il faut remonter. On descend dans des conditions, je vous parle de taille. Et on remonte sur des choses dégueulasses, parce que là, on voulait faire descendre les Marocains. Donc il faut apprendre, etc. Si vous voulez. Quand vous remontez et que vous voyez en arrivant à l'avion toutes ces bagnoles qui sont produites à Rennes et tout le tas de fer, mais vous avez honte de ça. Le fer, ça vaut de l'or quand il faut aller chercher en bas. Et quand vous voyez que vous travaillez dans les aciéries, à Fos-sur-Mer, etc., je vais passer sur les détails, eh bien, vous savez, le nombre de bagnoles qui circulent et tout ça, vous commencez à réfléchir d'une autre manière. Et quand vous descendez dans une mine qui est près de l'Odève, alors là, c'est encore une mine, imaginez, c'est plus large qu'un football, plus large. Et le camion descend en bas. Et vous savez, un camion, c'est pas un petit camion, il fait, quand il remonte 80 tonnes. C'est un énorme berrier. Et le mur, il n'est pas large, le serpentin. Quand vous remontez là-haut, et que le plafond, il est à 400 mètres, vous vous dites, pourvu que ça tienne. Et ça se passe à l'Odève, vous voyez. Et alors, vous n'imaginez pas, justement, vous sachiez ça. La quantité d'un petit peu d'uranium qu'il faut le tirer là-dedans, ça fait des gravats. Donc, on fait tout à cellulaire, on va au Niger, et on va chercher le fer là où il est à cellulaire. Et c'est là que c'est très important ce que vous avez fait là. Pour rebondir sur ce que vous dites, regardez l'image que se font de l'exploitation minière les Québécois, voilà. Où j'ai travaillé des fois. Regardez, ça c'est la mine La Ronde, donc c'est la mine qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. La mine la plus profonde des Amériques, 3 km de profondeur. Et regardez la communication que les Québécois font sur leur activité minière. Fiers de notre passé, tourner vers l'avenir. Vous voyez comment, dans un pays qui a une tradition minière, nous on l'a perdu, mais dans un pays, nous on l'a perdu. Et dans un pays qui a aujourd'hui une tradition minière, où les jeunes se portent vers ces métiers-là, c'est ça qu'ils ont en tête. Fiers de notre passé, parce qu'au Québec, il y a des mines depuis 150 ans, c'est un gros pays minier, il y a énormément d'investissements sur la mine au Québec, il y a beaucoup de métaux, hein, c'est un pays ancien, et tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est la mine au Québec. Vous imaginez l'image qu'ils ont, eux, la perception qu'ils ont, les entreprises, les ouvriers qui travaillent dans ces mines. Mais ils font descendre le robot. Et la différence. Ils font descendre le robot. Et les mineurs sont payés. Hein. Je n'ai pas mis la photo, pour ne pas faire de démagogie, mais je n'ai pas mis la photo du parking de cette mine, le parking des voitures, des ouvriers qui viennent travailler dans la mine. Mais je ne sais pas s'il y a à terme un pick-up, comme j'en ai vu 150 ici. Les mineurs sont payés. Ils descendent, ils ont une paye, une vraie paye. C'est pas du SMIC ou du SMIC amélioré et des prix. C'est une paye qui correspond au travail qu'on leur demande, au risque qu'ils prennent en descendant à 3 km de profondeur.
Ça aussi, ça rentre en jeu avec les problèmes, le traitement des problèmes environnementaux. Ça rentre en jeu aussi dans la démarche. Sinon, il n'y a personne qui va bosser. Si vous ne payez pas les gens, ils ne descendent pas à 3 km. C'est pareil en France pour les conducteurs de train, pour toutes ces choses-là. Il n'y a plus de conducteurs de train en France. Alors, dans cet ordre d'idée, hier tu parlais du cuivre produit par les enfants, et moi je te posais la question de l'accessibilité, le cuivre fabriqué récemment. Tu m'as renvoyé à la conférence du journée. C'est ça quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, on va chercher l'or, et l'or est. On voit. L'or est important du point de vue de l'économie de l'entreprise, c'est sûr. Il y a des sous-produits avec l'or. On fait du cuivre, du zinc, on sort aussi du cuivre avec de l'argent. C'est polymétallique. Ce qui fait que ça devient, même à 3 km, les gens gagnent de l'argent. Bon, ils sont à 1200, 1300 dollars l'once de frais d'exploitation. Pour sortir l'or, il faut dépenser. Pour une once d'or, pour 30 grammes d'or, il faut dépenser 1300 dollars. Donc il faut des sous, il faut des capitaux. C'est devenu une activité. Et cette activité, elle est tenue au sommet par qui? En fait, par le gouvernement, certainement. Ah non, là on est dans des pays libéraux, là c'est complètement oublié. Toutes les actions des compagnies sont en bourse. Et vous pouvez acheter des actions des compagnies minières, et les gros investisseurs, c'est des grosses compagnies anglo-saxonnes, et puis les oligarques russes qui ont beaucoup d'argent et qui investissent dans les compagnies minières au Québec. C'est ce qui se passe au Mali, parce que la recherche de l'or au Mali, c'est producteur d'or. Vous avez ce qu'on appelle Wagner, les miliciens, et vous avez de Kidal en remontant, de Gao en remontant jusqu'en Algérie. Quand vous passez dans les zones, la boussole sur laquelle on passe, ça fait demi-tour, parce qu'il y a du fer en dessous. Et toute cette zone qui va jusqu'au sud marocain. A-t-on jamais réussi à fabriquer de l'or en laboratoire? Non. Pourquoi? C'est la transmutation. Oui, enfin, ça c'était au Moyen-Âge. Mais pourquoi aujourd'hui, avec les techniques actuelles, alors que l'on arrive à faire des diamants qui sont de plus en plus difficilement identifiables par rapport à des diamants naturels? Pourquoi? Il y a d'un carbone qui préexiste. Oui, mais le diamant, on prend du carbone, on le met sous pression. Oui, mais l'or, l'argent ou les métaux précieux, de quoi vous voulez partir? Ils viennent de roches en fusion plus ou moins du magma de la Terre. Donc, cette roche, est-ce que le phénomène du magma, on ne peut pas ou on ne sait pas le reproduire en laboratoire? Mais il préexiste l'or. L'or, il est déjà là. Le métal, l'atome d'or, il est déjà là. C'est de la pas refaire l'atome d'or. Ah, il était déjà là. Il est question de réaction nucléaire. Comment? Là, il est question de réaction nucléaire. Oui. D'accord. Ah oui, mais bon. Et l'or est créé au sein des étoiles. Voilà. Par réaction nucléaire. Dans le soleil. Oui, mais pourquoi ça fait partie des. Non, l'or n'est pas radioactif. Pardon. Non. C'est pas pour les fissions. Peut-être qu'on saurait le faire, là, mais ça coûterait très cher. Oui. Ça demanderait une énergie. Ça ferait une énergie fantastique. Oui, c'est ça. Ça élargirait tout, parce qu'en fait, ce serait plus la même valeur si on est capable de le faire. Probablement. Ce serait beaucoup plus cher. Rappelez modestement le hasard qui fait qu'on soit vivant. Vous aviez le tableau des éléments tout à l'heure avec les métaux. Ce serait bien de leur remettre sur la tête, si vous voulez. La petite image, monsieur. Vous voyez le coup. Qu'est-ce que vous... Remettez le tableau. Remettez le tableau des éléments. Vous allez le voir. Bien sûr. C'est tout à fait ridicule. Il est bien fait, ce tableau. Tout le monde devrait connaître ça à l'école primaire. Voilà. Bien mettre. Vous voyez, l'or, il est là, au milieu. Hein. Pour arriver à ce que vous dites, monsieur, imaginez comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait dans les étoiles. Vous allez mettre du temps pour comprendre. C'est chaque type d'étoile, suivant sa force. Le Soleil, c'est une toute petite étoile qui va durer longtemps, elle ne consomme pas beaucoup.
Celles qui ont fait les gros métaux, eh bien, ce sont celles qui ont fait l'or. Alors, vous comprenez, si vous voulez voir de l'or plus vite, il faut que le soleil meure. C'est ça, l'imaginaire humain est sympa. Mais la modestie, c'est quand même pas mal. On a l'impression d'être en vie, mais ça va pas durer. Au train où nous allons, si vous voulez, ça c'est ça, non. Oui, les pépés, vous connaissez les pépés. Vous savez, avec tous les travaux sur la fusion, on n'a pas essayé. Beaucoup de gens se font. Ah non, parce qu'avec Hitler, etc. Allez, travaillez avec le verrier, là. Mettez le verrier. Non, mais non, mais non, mais avec le